Près de 20 ans après sa sortie originale, The Legend of Zelda Ocarina of Time continue de fasciner de par la révolution créative qu'il a représentée sur de nombreux niveaux. Et si sa première partie, l'enfance, représente une construction thématique quasiment parfaite, comme nous l'avions étudié la dernière fois, alors que Link sort du Temple du Temps totalement changé, la seconde phase, l'âge adulte, sera-t-elle à la hauteur des défis qui l'attendent pour prendre la relève ? Nous allons pouvoir reprendre l'analyse quasiment immédiatement, mais je voulais simplement vous parler de 2-3 choses très rapidement avant. Premièrement, je voulais vous remercier des retours de la première partie, c'était très positif et sinon très bien argumenté et j'en ai pris un maximum en compte. Je vous invite vraiment à faire de même pour cette vidéo, on peut toujours s'améliorer, donc allez-y. Deuxièmement, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai changé de micro, donc juste voilà, je suis passé sur un Blue Yeti, vous me dites ce que vous en pensez, je fais encore quelques réglages là, perso, mais voilà, on passe à la suite. Je tenais ensuite à m'excuser du temps qu'aura pris à arriver cette seconde partie. Vous savez probablement ce que c'est, d'abord j'avais de très bonnes raisons d'y mettre un délai, j'avais d'autres choses à sortir d'urgence avant, et ensuite j'étais tout simplement plus dans ma lancée. Enfin bref, l'important c'est que maintenant on y est, l'attente est finie, et vous inquiétez pas, ça devrait pas arriver avec la très prochaine analyse de Majora's Mask qui viendra juste après, et on devrait être parti sur un bon rythme là. Et pour finir, j'ai décidé de dédier cet épisode à la personne qui m'a inspiré cette série, et dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, MC Profit. C'est quelqu'un qui fait un travail d'une grande qualité, pas forcément toujours visuellement, mais je suis assez mal placé pour juger, mais surtout dans le fond, et ce depuis ses débuts il y a plus de 5 ans. Et malgré ça, ses analyses sont à peine plus populaires que les miennes, puisque j'en ai qu'une pour le moment quand même, alors que lui il en a beaucoup, et il ne compte que, entre guillemets, 14 000 abonnés, avec une croissance quasi nulle, malgré ses nombreux efforts. Alors je sais, c'est en anglais, et c'est pas forcément simple pour chacun d'entre vous, et puis vous avez peut-être d'autres choses à faire, mais si jamais vous voulez bien prendre le temps, je vous ai mis dans les fiches en haut à droite une vidéo de lui. Je vous rappellerai qu'elle est là à la fin de la vidéo, donc vous pouvez la regarder maintenant ou après, et si ça vous plaît, essayez d'en regarder d'autres, et avec un peu de chance ça vous plaira vraiment, et vous vous abonnerez, qui sait. En tout cas, c'est réellement quelqu'un dont j'admire le travail, et ça me fait mal de le voir dans cet état-là. Bref, ceci ayant été dit, je pense qu'on va pouvoir reprendre. Link est donc entré dans le Temple du Temps, a tiré l'épée légendaire, et a alors été scellé pendant 7 ans dans le Temple de la Lumière jusqu'à devenir adulte. Il obtient alors son premier médaillon de la part de Raoru, le sage de la lumière, représentant la pureté et l'insouciance de son enfance, le médaillon de la lumière. Il est à présent prêt à sortir et à découvrir le monde tel que 7 années d'absence d'opposition à Ganondorf l'ont laissé. Car en effet, lorsque Link a retiré la Master Sword de son socle, il a donc ouvert un passage vers les terres sacrées, puisque c'est là que se trouve le Temple de la Lumière où il reste enfermé, mais c'est là aussi que se trouve la Triforce, la relique divine capable de réaliser les souhaits de son possesseur. Et donc Link a aussi ouvert le passage vers ce gigantesque pouvoir à Ganondorf, qui s'y engouffre immédiatement. Cependant, la Triforce est composée, comme dit plus tôt, de 3 parties, la force, la sagesse et le courage. Et, nous l'avons vu plus ou moins dans la partie 1, ces 3 concepts semblent être ce qui compose la personnalité profonde de chaque personnage au final. Or, la Triforce représente un équilibre parfait de ces 3 forces, et ne peut être adaptée qu'à une personne parfaitement équilibrée. Ainsi, lorsque Ganondorf touche la relique divine, elle est divisée en 3 parties. Il obtient celle qui lui est le plus adaptée, la force, alors que les 2 autres vont aux personnes qui possèdent le plus de traits en question et pouvant le plus s'opposer à lui. Zelda obtient donc la sagesse et Link le courage. Comme on va le découvrir un peu plus loin, j'y viens, Zelda s'est échappé et est plutôt bien caché, et Link est scellé et totalement intouchable pendant ces 7 années. Ce qui veut dire que Ganondorf ne peut pas accéder à la Triforce complète pour le moment. Il décide alors de prendre le contrôle total d'Hyrule, n'ayant pas vraiment d'opposition, en faisant son royaume et en étendant son influence partout. C'est donc dans un monde totalement changé que le héros pose les pieds et ça va devenir évident dès son retour. Comme nous l'avions dit, l'ère de la lumière, de la légèreté et de l'enfance est maintenant révolue et laisse place aux ombres et au sérieux de l'âge adulte. Mais avant cela va entrer en jeu un personnage capital, Sheik. Et parenthèse rapide, parce qu'on me le dit à chaque fois, oui, je dis Sheik. Pas chic, mais chic, avec un i long. Et je vais même aller jusqu'à avancer que si vous ne le prononcez pas comme ça, bien que vous soyez en majorité, ça j'en doute pas, vous avez techniquement tort. Parce que c'est la prononciation la plus proche de l'originale japonaise. J'en appelle la synthèse vocale, chic. Et c'est d'ailleurs la prononciation qu'ont adopté les anglophones en majorité, et je soutiens ça malgré le fait que maintenant, on ait un annonceur francophone dans Smash Bros, dans Smash 4, qui le prononce shake.
Parce que non seulement c'est moyennement canon, l'annonceur de Smash Bros, mais en plus il prononce Ryu de Street Fighter en Ryu. Donc voilà, il est pas très fiable le bonhomme. Je disais donc, nous rencontrons Sheik, qui est un membre du clan des Sheikah, oui je dis Sheikah du coup, logique, dont faisait également partie Impa, mais qui est aussi un personnage qui va être très intéressant parce qu'il va amener, de par son identité, dont on va parler maintenant malgré le fait que ça entre en jeu plus tard, un nouveau thème ou groupe de thèmes sur la table. Et donc je vais ouvrir une vraie parenthèse pour le coup. Beaucoup plus tard dans le jeu, il est révélé que Sheik était en vérité Zelda, ce qui a amené à de grands débats de la communauté sur le sexe de Sheik depuis la sortie du jeu, parce que malgré le fait que ce soit la princesse, c'est aussi un guerrier que tout le monde désigne comme un homme dans le jeu, comme hors du jeu, dans les manuels de jeu ou autres. Donc, est-ce que je vais désigner Sheik au masculin ou au féminin? Eh bien, malgré tous les débats, la réponse pour moi me semble être ultra simple. Je le désignerai au masculin. Et ce pour deux raisons. Tout d'abord, je vous invite à aller voir la vidéo de Lockstin de Noggin sur le sujet parce que je vais surtout traiter les conclusions. Sheik physiquement semble clairement être la transformation magique de Zelda, pas juste un déguisement, de par les formes de son corps et de par les habilités physiques de ce dernier, ce qui ouvre la porte à un changement de sexe déjà. Ajoutez au fait qu'au Japon, même après Ocarina of Time, Sheik a toujours été désigné comme un jeune homme, et pas autrement, par Nintendo en personne, on se rend rapidement compte que le but des créateurs était très probablement que ce soit vraiment un homme, avec changement de sexe, et que si c'est moins un fait accepté de tous en dehors du Japon, c'est parce que lors des localisations par Nintendo of America ou Nintendo of Europe par exemple, certaines censures ont eu lieu. Par exemple dans les trophées Smash Bros, où en Amérique, il est dit directement que Sheik est un déguisement, ce qui n'est pas du tout présent dans la version japonaise. Et que ce problème a probablement été exposé à Nintendo of Japan, qui essaie depuis petit à petit d'étoffer l'affaire, en rendant le personnage de plus en plus féminin, comme on peut le voir dans Hyrule Warriors par exemple. Et ensuite, pour la simple et bonne raison que, même si ce n'est pas son sexe, Sheik se désigne lui-même comme un homme et non une femme, c'est son genre. Et donc on devrait le désigner au masculin, que ce soit vraiment avéré anatomiquement ou pas. Ainsi, de par cette analyse, on conclut que c'était le but des créateurs d'Ocarina of Time de faire un personnage qui changeait de sexe, ou du moins qui changeait de genre, mais aussi d'ethnie, voire même de race, parce que c'est la différence, plus ou moins grande, on sait pas vraiment, qu'il y a entre Illien et Sheikah, et au final, totalement d'identité, ce qui donne probablement une certaine idée des valeurs, probablement assez progressistes sur ce sujet, qui pouvaient passer par la tête des créateurs à ce moment-là, le Japon ayant culturellement et historiquement une ouverture un peu plus grande à ce genre de questions, au passage. Pour finir, si je voulais aller encore plus loin, et là ça devient totalement spéculatif, Sheik se prononce et s'écrit en japonais exactement comme le mot anglais seek, chercher ou rechercher, qu'ils utilisent dans certaines expressions, ce qui pourrait être un lien entre le personnage et une certaine recherche d'identité, ou bien plutôt être lié au fait que Sheik est né parce que Zelda devait se cacher de Ganondorf qui la recherchait, ce qui se lierait d'ailleurs possiblement au terme anglais hide and seek, ce qui signifie cache-cache, ce qui est littéralement ce que Ganondorf et Zelda font. A savoir que tout ce dont je viens de parler garde évidemment une certaine importance dans le thème de passage à l'âge adulte, puisque la recherche d'identité personnelle, qui implique la remise en cause de ce que l'on est une part majeure de la transformation de toute personne, et le passage par l'adolescence rend cela quasiment obligatoire. Par là, il est transmis que même si on le fait souvent au fond par les contraintes extérieures, le fait d'être recherché par le mal en personne pour celle-là, on choisit de devenir ce que l'on veut, un jeune homme d'une race différente ici, et ça devrait être un droit totalement naturel pour les auteurs. Enfin bref, fin de la parenthèse, on retourne à l'histoire. Comme je le disais, Sheik accoste Link et lui conte la légende des 7 sages qui doivent être éveillés à travers 5 temples pour finalement vaincre le mal aux côtés du héros du temps. Puis lui révèle que le premier sage se trouve dans la forêt Kokiri. Au passage, Link va rapidement se rendre compte des changements qui sont opérés dans le monde dont on parlait plus tôt, des zombies qui peuplent les ruines du bourg d'Hyrule à la tour de Ganondorf qui remplace complètement le château, en passant par des fantômes gardiens de grappins dans Cocorico, et le vol du ranch Lonlon à Malon et Talon qui se sont exilés entre guillemets par Ingo, ce dernier maltraitant les animaux et notamment la future monture du héros, Epona. L'occasion pour moi de faire un petit aparté parce que c'est la première apparition du cheval dans la série. Epona est une jument qui tire son nom de la déesse gauloise éponyme, jeu de mots éponyme, Epona, lol, une déesse de la fertilité associée à l'abondance et aux équidés. L'image est donc probablement ici qu'Epona peut aider Link à ramener la fertilité dans le royaume d'Hyrule totalement détruit. Bref, Link arrive enfin à sa première destination, la forêt Kokiri. Et je tiens à dire que c'est extrêmement malin de faire commencer l'âge adulte par là.
genre ouais, c'est pas grand chose, mais c'est du pur génie. Souvenez-vous, ce lieu représentait toute l'enfance de Link, avant qu'elle ne soit perturbée par le début du jeu et ce qu'on pourrait appeler l'adolescence. Et toute l'idée était que cet endroit était comme figé dans le temps, et que malgré le fait que le monde sombrait doucement dans l'ombre, rien ne pouvait toucher ce lieu. Or, il est maintenant devenu comme le reste du monde, infesté de monstres, l'influence du mal s'y étendant comme partout ailleurs. C'est toujours le même lieu, toujours les mêmes souvenirs d'enfance, représentés par le fait que Link doit traverser une nouvelle fois les bois perdus par exemple, mais cette fois sans aucune guidance, de tête, mais quelque chose a définitivement changé. Ces souvenirs sont plus sombres, alors qu'ils représentaient une période de bonheur, ils sont presque tristes. Le summum de ce sentiment, c'est quand Mido réapparaît et ne reconnaît pas Link, ne sachant pas qu'il n'était pas un Kokiri, et donc qu'il a vieilli. Ce qui est représenté là, c'est le détachement du jeune adulte avec son enfance, le fait qu'il l'a perdue et ne la retrouvera jamais exactement comme elle était. C'est extrêmement triste comme morale, et c'est un des thèmes qui va entrer en jeu maintenant, la perte. Le fait de ne plus avoir accès à certaines choses qu'on avait, et ce sera tout le sous-texte principal de Majora's Mask ensuite. Link arrive enfin au fond des bois perdus, devant ce qui s'avère être le temple de la forêt. Apparaît alors Sheik, et ce sera le cas pour chaque temple où il donnera à chaque fois une musique pour se téléporter au temple et une phrase assez profonde sur la situation. Évidemment, c'est la phrase qui m'intéresse. Ici, c'est ce qui suit. La course du temps est cruelle. Sa vitesse est perçue différemment par chacun, mais personne ne peut la modifier. Seule la mémoire des jours anciens n'est pas altérée. Ça illustre totalement ce que je vous disais. Sheik exprime là le fait que le temps a retiré son enfance et tout ce qui la composait à Link, et qu'il ne lui reste que des souvenirs, qui, bien qu'heureux, le rendront malgré tout triste de par la perte qu'il représente. Commence ensuite le fameux temple de la forêt. À propos des temples justement, je me suis beaucoup aidé du travail de Vortexy Gaming sur le sujet de leur symbolique, et je vous conseille vraiment ces vidéos, en anglais encore une fois, si vous êtes intéressé. Je vais pas trop m'attarder sur ce temple en particulier, mais il représente bien cette ambiance plus sombre. Ça semble être une très ancienne maison ou un manoir, hanté par 4 fantômes qui semblent être les 4 sœurs à qui appartenait ce lieu et ayant trouvé une fin tragique. Et dont le boss final est encore un fantôme, mais de Ganondorf. Qui n'est pas mort, hein, il est juste un fantôme qui se balade comme ça, cherchez pas. On peut éventuellement lier ce lieu au courage, parce qu'affronter les fantômes, ça demande du courage. Enfin, vous m'avez compris, mais c'est surtout l'aspect sombre qui ressort et qu'il faut retenir. Après en avoir fini avec le temple, Link est téléporté dans le temple de la lumière, devenu chambre des sages, où il va rencontrer le sage de la forêt qu'il vient d'éveiller, Saria, son ami d'enfance. Je tiens à faire entrer en jeu ici la possibilité supplémentaire que les sages soient tous morts pour pouvoir être éveillés. Ce qui n'est pas certain, mais est fort probable, sachant qu'ils sont toujours bloqués dans le temple de la lumière, sauf à la fin où ils sont très fantomatiques. Raoru est le constructeur du Temple du Temps, probablement des centaines d'années avant les événements du jeu, et scellé dans les terres sacrées pour les protéger, ne pouvant apparaître dans le monde réel que sous la forme d'un hibou. Il serait supposément mort de vieillesse depuis bien longtemps. Pour ce qui est de Saria, on ne la voit jamais ni dans le temple de la forêt alors qu'elle nous a appelés, ni devant. À savoir que quand il arrive devant le temple, Link regarde quelques secondes l'endroit où elle devrait se trouver avant que Sheik n'apparaisse, indiquant que son absence n'est pas vraiment normale, et qu'elle est probablement morte aux mains du fantôme de Ganondorf. Bref, ici Saria parle du fait qu'elle et Link étaient malheureusement destinés à vivre dans des mondes différents, et à mettre leur vie et leurs amitiés de côté pour protéger le monde. Elle donne alors le médaillon de la forêt au héros, qui devait possiblement initialement être le médaillon du vent vu son symbole, avec ces mots « Saria sera toujours ton ami ». Ça aura son importance plus loin, alors retenez. Link revient alors dans la forêt Kokiri, devant l'arbre Mojo, où débarque enfin le premier truc un peu heureux de l'âge adulte, le bourgeon de l'arbre Mojo, qui est son fils / une réincarnation de l'arbre lui-même. Il représente non seulement la renaissance de l'arbre, mais aussi celle de l'espoir, puisqu'en grandissant, il sera capable de protéger la forêt à nouveau et de repousser le mal de façon permanente. Le bourgeon explique alors enfin à Link qu'il est un Hylien et non un Kokiri, puisque des années avant le début du jeu, une guerre eut lieu, la guerre d'unification d'Hyrule, et pour se protéger, une Hylienne et son bébé se réfugièrent dans la forêt Kokiri. Celle-ci mourut, mais confia son fils à l'arbre Mojo qui devint Link. Mais la récompense est plus importante que ça. Link retourne au Temple du Temps pour retrouver Sheik, qui lui explique alors qu'il est capable de retourner 7 ans en arrière en reposant l'épée sur son socle. Ainsi, en ramenant la paix dans ce lieu qui représente son enfance, on montre qu'il a réussi à renouer les liens avec celle-ci pour pouvoir y accéder à nouveau. Ce ne sera pas vraiment utile avant un certain temps cependant. Link va devoir, pour le moment, se rendre au sommet du mont du Péril, qui a de jolis nuages colorés, mais qui est un volcan. Arrêtez d'appeler montagne un volcan s'il vous plaît.
Dans le village Goron, Link rencontre Link, qui est un Goron en fait. Cherchez pas à comprendre, il y a un Goron qui s'appelle Link. Et qui lui donne la tunique Goron pour résister à la chaleur ardente du volcan. Il peut alors se rendre dans son cratère. Sheik apparaît alors, sans la tunique de résistance à la chaleur, donc Sheik doit être en train de mourir de chaud, très probablement, et dit la chose suivante. Il est un fait que le temps ne peut altérer, une amitié partagée, un sentiment profond du cœur qui devient plus fort au fil des jours, la confiance réciproque cédera bientôt sa place au pouvoir de justice, te révélant le sentier de la victoire et de la paix. Bon là, je vais pas vous mentir, je vois vraiment pas ce qu'il essaie de dire. En VF du moins. En allant voir la version anglaise, je me rends compte que le texte est un peu différent et tout de suite beaucoup plus clair. Ça me semble assez mal traduit. Et donc ça donne ce qui suit. C'est quelque chose qui croît au fil du temps, une véritable amitié, un sentiment profond du cœur qui devient plus fort au fil des jours. La passion de cette amitié fleurira bientôt, en un pouvoir juste, et à travers lui, tu sauras la voie à suivre. Grossièrement du coup, l'idée c'est qu'on parle d'une très forte amitié qui peut devenir un véritable pouvoir, le pouvoir du cœur, qui serait un pouvoir de justice, le seul capable de montrer la voie et faire vraiment avancer et accomplir de grandes choses. Évidemment, le contexte ici est l'amitié presque fraternelle, bien que construite en à peine quelques dialogues, donc c'est assez maladroit dans la construction de personnages là, mais passons, avec Darunia. En faisant ce qui nous semble juste pour cet ami, en suivant nos passions, nous ouvrirons la voie. On peut se dire au début que cette morale, bien que jolie à dire, va probablement un peu loin, suivre ses sentiments en permanence, est-il vraiment la meilleure des solutions ? Probablement pas. Mais je pense qu'ici, c'est à prendre dans le contexte qu'on a là, et pour ça, il faut que je vous explique la suite. Le temple du feu se dresse devant Link, il est temps d'y entrer. C'est une sorte de forteresse ou de prison construite à même le volcan, en partie pour contenir un dragon nommé Volcania, qui avait été jadis vaincu par un Goron légendaire possédant un marteau géant, la masse des titans, mais qui menace maintenant de s'échapper et de réduire tout ce qu'il reste d'Hyrule à néant. Bien que le but de Link sera de retrouver cet objet dans le donjon avant d'aller terrasser le dragon, Darunia va presque explicitement se sacrifier pour retenir celui-ci. Dès le début du temple, il annonce à Link qu'il va aller le combattre, même sans l'arme censée le vaincre, car il n'a pas le choix. Il doit sauver ses frères Goron et tout Hyrule, et quand on entre finalement dans la salle du boss, Darunia n'est plus là. Il est donc assez bien établi qu'il est mort pour le coup. Et c'est là que la morale que Sheik donnait entre en jeu. Depuis le début, quand je vous parle de la force, de quoi est-ce que je parle ? Parce que c'est bien la force, mais qu'est-ce que c'est ? Je veux pas entendre parler des midi-chloriens, ok ? La Triforce, comme son nom l'indique, est composée de 3 forces, alors ça n'a aucun sens que l'une d'entre elles s'appelle juste la force, puisque les 2 autres aussi sont des forces. Il y a donc un deuxième sens au terme, et c'est celui qu'il faut retenir. Eh bien, ce que Sheik dit, c'est que la force, donc, c'est la force du cœur, le fait de suivre ses sentiments et de les faire passer avant tout. Par le pouvoir de son amitié et de sa fraternité avec les autres Gorons, Darunia, qui représente la force, on l'a établi la dernière fois, est parti affronter le dragon malgré tout, pour les autres. Ce qui, en temps normal, serait une preuve de courage, mais il ne représente pas le courage, c'est uniquement la force, celle des sentiments, qui lui a permis d'être aussi héroïque. Suite à la réussite de Link dans le temple du feu, le volcan entre en éruption qui part dans l'espace. Bien. Bref, Link arrive dans le temple de la lumière, Darunia s'élève au rang de sage du feu et offre à Link le médaillon du feu en disant la chose suivante, n'oublie jamais, nous sommes frères de sang. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite sur la liste des 5 temples ? Alors, temple de la forêt, temple du feu, Ah voilà, temple de l'eau. Alors, temple de l'eau. Temple de l'eau. Nous disions donc Link se rend jusqu'au domaine Zora, qui est totalement couvert de glace, même le poisson c'est du surgelé, et après quelques puzzles dans une grotte de glace, autour du thème de la sagesse, récupère des bottes de fer et de quoi libérer le roi Zora qui possède la tunique Zora permettant de respirer sous l'eau. C'est là qu'il recroise Sheik, qui lui apprend que le temple de l'eau se trouve sous le lac Hylia, en aval de la rivière Zora, et que c'est le monstre qui s'y trouve qui gèle le domaine. Ce qui fait que j'ai 2 questions à poser. Premièrement, geler une source d'eau c'est bien, d'accord ? Sauf que le monstre là il se trouve pas à la source, il se trouve là où la source va, ça a aucun sens. Deuxièmement, ok, qu'un monstre crée de la glace avec de l'eau, aucun problème. Enfin si, juste un, c'est pas un monstre de glace, c'est un métamorphe en flotte. Miyamoto, sérieusement, comment tu fais pour suivre un chemin thématique aussi clean et rater un non-sens comme ça ? Quoi qu'il en soit, passons à la phrase philosophique de Sheik, ça vaut mieux. Le temps file et emporte les hommes.
ainsi coule le fleuve et jamais ne s'arrête. Un jeune esprit renferme un cœur ambitieux, des amours légères cèdent à une passion profonde, un miroir d'eau pure reflète la vie. Là pour le coup ça sonne vachement bien, mais ça veut pas dire grand chose. À part à la limite, Ruto t'aimait bien quand t'étais gamin, maintenant elle t'aime beaucoup. Ah oui, et la flotte ça fait de jolies métaphores. Voilà, pourquoi c'est toujours cette zone qui me déçoit, j'en ai aucune idée, mais c'est le cas. Continuons donc, Link pénètre le temple de l'eau. Et allez, parenthèse. Donc, tout le monde sait de nos jours à tel point le temple de l'eau est réputé comme horrible, et pour une fois, je vais le défendre, vous savez quoi. Alors, je vais probablement pas vous faire passer qu'il est bien, hein, j'en doute pas, hein, je pense pas qu'il soit bien de toute façon. Il est probablement pas aussi terrible qu'on le dit cependant, mais il reste horrible de par les temps de navigation dans les menus qu'il demande, ou son aspect un peu die and retry, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous loupez un truc, vous êtes bon pour recommencer à zéro, à devoir remettre les choses en place, et ça peut prendre un petit quart d'heure avant de revenir au même point. Mais malgré ça, j'applaudis le temple de l'eau. Ça me semble être exactement ce que les créateurs voulaient que ce soit. Un temple composé de puzzles, prenant une part plus importante pour représenter la sagesse à nouveau. Et le temple fait ça d'une façon très créative, surtout sachant qu'Ocarina of Time est un pionnier du genre. Le temple est divisé en deux parties grossièrement. La grande majorité, qui forme le temple en lui-même, et la partie où se trouve le boss, qui se trouve derrière plusieurs portes verrouillées par des clés, ne comportant pas vraiment d'obstacles entre elles. L'idée de ce temple étant d'être une sorte de grande zone quasiment déjà ouverte, dès le début, dans laquelle il faut trouver toutes les clés avant de pouvoir terminer le boss, ce qui est un concept intéressant je trouve. Je ne pense pas que le problème qu'on ait avec le temple de l'eau vienne du temple de l'eau paradoxalement. Je pense que le level design de ce temple est bon, on peut le conserver. Le problème à mon avis c'est le game design qui est juste nul pour ce qui est des déplacements dans l'eau et de l'interface par rapport à ça. Alors on pourrait argumenter que le level design doit s'adapter au game design, mais s'il avait fallu faire ça, il aurait mieux fallu de ne pas mettre d'eau du tout, et ne pas faire de temple de l'eau. C'est donc bien le game design qui ne répond pas au cahier des charges ici. Ainsi, c'est pas le temple de l'eau qui est mauvais, c'est Ocarina of Time, ou plutôt son gameplay dans son entièreté, lié à l'eau, qui pue totalement. Link croise Ruto dans le temple, alors pour le coup, pour elle, rien ne nous prouve vraiment qu'elle est morte. Mais quand elle nous dit de la suivre, elle disparaît totalement et n'avait pas d'issue par laquelle elle aurait pu s'enfuir, donc on peut théoriser qu'elle était déjà morte quand on est arrivé et qu'on a vu un fantôme à la limite. Au milieu du temple se trouve le seul mini-boss dont je vais parler, Dark Link, l'alter ego maléfique de Link. Bien qu'il n'y ait pas vraiment de raison qu'il soit dans le temple de l'eau, à part encore une fois les jolies métaphores sur les miroirs, il reste important dans la thématique du fait de grandir et de changer en général, puisque s'affronter soi-même, savoir se remettre en question et se critiquer, soit se combattre soi-même, est un point phare de ce genre de processus. Bref, suite et fin du donjon, Link bat les tentacules visqueux, poisson crevé, piscine vidée, glace fondue, temple de la lumière. Ruto devient sage de l'eau, donne le médaillon de l'eau, qui devait possiblement être le temple de la glace originellement vu son symbole et sa salle dédiée dans le donjon final, et dit la chose suivante. Dis bien merci à Chic de ma part... sérieusement. Les auras me déçoivent décidément. Bon, laissez-moi bidouiller un peu tout ça, je vais prendre une phrase qu'elle dit juste avant à la place. Comme récompense, je t'offre mon amour éternel. Voilà, parfait. Link fonce ensuite vers sa destination suivante, le village Cocorico. Il y trouve des maisons en flammes, Chic possédé par le démon, et le démon lui-même qui rampe par terre justement. Bon, d'après Chic, Impa l'avait jadis enfermé dans le fond du puits du village, et avec l'arrivée de Ganondorf, il s'est échappé. Qu'allons-nous donc faire ? Eh bien, c'est bien simple, retourner 7 ans en arrière pour le combattre avant qu'il ne s'échappe, et récupérer le précieux œil qui voit le monocle de vérité. Quelle idée géniale ! Chic nous apprend une jolie chanson pour accéder au vrai temple à l'âge adulte, quand nous serons prêts, puis s'en va. Et wait, elle est où ma phrase philosophique habituelle là ? Il a tout dit de façon directe, sans poésie. Trop triste. Trêve de bavardage, Link doit jouer à créer des paradoxes temporels dans un moulin, se balader dans le puits qui tire manifestement son eau des égouts, pour atteindre le boss le plus horrible de tous les temps et finalement le vaincre. Cette portion met en place l'ambiance qui va être celle du temple. C'est très sombre, les murs sont couverts de sang par endroits, les ennemis semblent souvent avoir été torturés, etc. Le temple auquel on arrive du coup porte bien son nom, le temple de l'ombre. Impa s'y est déjà rendu, et, étant donné qu'on ne la croise jamais, y est possiblement déjà morte.
Ce temple est réellement très intéressant, et c'est probablement mon préféré. Non, pas parce qu'il est dark. Il prend la forme d'une sorte de mausolée, au fond du cimetière de Cocorico, où sont enterrés des Iliens et des Chicas selon une plaque. Selon une autre au sein du temple, ce donjon est l'endroit où est rassemblée l'histoire sombre d'avidité et de haine du royaume d'Hyrule. Ceci couplé avec le fait que de nombreuses salles semblent littéralement être des salles de torture et de détention, que les murs sont souvent couverts de sang ou carrément faits de crânes et d'ossements, que le déplacement au sein du temple se fait en partie grâce à un bateau qui semble être une référence directe à la traversée du Styx, le fleuve menant aux enfers dans la mythologie grecque, qui ne s'active qu'avec le chant de la famille royale d'Hyrule, et pour finir, que les Chicas enterrés ici sont quasiment totalement absents d'Hyrule de nos jours, et que le boss final de ce temple, Bongo Bongo, nom de merde je sais, en aurait été un, très probablement le possesseur du monocle de vérité même, on peut clairement conclure que ce temple était probablement un lieu de torture durant une guerre entre Iliens et Chicas, et très probablement la guerre d'unification d'Hyrule d'ailleurs, dont on parlait plus tôt, dont les traces restent scellées et oubliées. Bongo Bongo justement, sur lequel j'ai quelque chose à proposer. Je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais c'est une possibilité, je vais donc vous la proposer là. C'est donc une sorte de corps qui pend du plafond avec les mains découpées, et la tête totalement coupée, qui aurait théoriquement été exécutée sous les ordres du roi d'Hyrule. Ce que je veux faire remarquer est dans la musique. Tout d'abord, au niveau du tambour qu'on entend et du fait qu'il soit lié à un tambour de façon générale, puisque l'arène de combat en est un, c'est pas anodin du tout. Dans son thème de combat, on entend principalement au début parce qu'il est seul, mais ça continue même après, qu'il en joue de plus en plus vite pour finalement aller extrêmement vite et s'arrêter soudainement. Ça fait directement référence à la même pratique dans le cadre d'une exécution. On joue du tambour de plus en plus vite et quand on a atteint le maximum, on exécute la personne. Ce que ça veut dire ici, c'est que ce que fait Bongo Bongo, dans la musique en tout cas, c'est qu'il imite plus que probablement son exécution telle qu'il l'a ressentie. Ça devient intéressant sur le point dont je suis moins sûr et qui me semble être une possibilité, sinon une excellente piste, les chants de Bongo Bongo, qui sont plus des grognements ou des grincements qu'autre chose, mais passons, composés de 4 notes comme suit. Et donc, s'il chante ces notes, c'est qu'il les a entendues en mourant et qu'elles sont liées à quelque chose ou quelqu'un qui est lié à sa mort. C'est là que ça devient compliqué parce que trouver une musique qui corresponde parfaitement, surtout uniquement 4 notes, est quasi impossible. Mais j'en ai potentiellement une et une seule. Je fais noter avant toute chose que je ne dis pas que c'est quelque chose de sûr, encore une fois. C'est une proposition que je fais là, une hypothèse. La musique en question est le chant du temps, enfin ces 4 premières notes, qui suivent un même pattern aigu, grave, moyen, entre guillemets, et aigu à nouveau. Rien de sûr, mais la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est déjà que j'ai jamais vu personne le proposer, et ensuite que donc le chant du temps est un chant affilié à la famille royale, tout comme la berceuse de Zelda, un chant encore plus secret d'ailleurs, car également lié à la Triforce via le Temple du Temps et la Master Sword, ce qui lierait encore une fois le roi d'Hyrule à ce lieu et à cette exécution, lui donnant en plus de l'importance par sa probable présence. Bref, notre héros sort triomphant de ce temple, probablement représentatif du courage et de la sagesse combinée, puisque le thème est ici d'affronter ses peurs, mais particulièrement d'affronter son passé et de l'accepter, quelque chose de sage et qui entre directement dans le thème du passage d'enfant à adulte et dans le fait de grandir. Arrivé dans le temple de la lumière, il retrouve Impa, éveillé comme sage de l'ombre, qui lui remet son médaillon, un médaillon intéressant par son symbole, une triforce inversée, l'inverse de la lumière du médaillon de Raoru, accompagné de ces mots « Prends bien soin de la princesse ». Il est maintenant temps pour notre héros de se diriger vers le dernier temple, le temple de l'esprit, qui est aussi intéressant que le précédent je trouve. Ce temple se trouve dans les terres natales de Ganondorf, chez les Gerudo, une civilisation composée uniquement de femmes pour rappel, très différente de celle vue jusqu'à présent, car très clairement marquée par une culture orientale. Je veux dire, leur symbole dans la version originale japonaise est littéralement le symbole le plus répandu de l'islam. Pour atteindre le temple, Link va devoir enfiler son costume d'agent secret, mettre un silencieux sur son pistolet d'or et prendre une coupe de martini parce qu'il part en infiltration dans la forteresse Gerudo. Là, il libère les prisonniers iliens, vainc la garde, et a finalement le droit de se déplacer librement et de traverser le désert hanté pour arriver au temple. Ce dernier, dont l'unique salle accessible comporte 2 passages, l'un à gauche trop étroit nommé Passage du passé et l'autre à droite bloqué par une lourde pierre nommée Passage du futur, se trouve sous une gigantesque statue de la déesse des sables, le colosse du désert, à laquelle on va revenir juste après. En attendant, c'est là également que se trouve Sheik. Lorsque Link ressort bredouille du temple, il donne alors une dernière phrase dite profonde, « Passé, présent, futur, l'épée de légende est un esquif voyageant sur les flots tumultueux du temps. » Un esquif étant...
une petite embarcation légère. Voilà, donc grossièrement le message c'est « Tu maîtrises les âges maintenant, joue avec ça et roule-moi sur ce temple à la con ». Le temple peut alors commencer. Link remonte dans le temps et passe sur le chemin de gauche en tant qu'enfant. Rencontrons au passage Nabooru, la sous-chef des Gerudo, qui lui demande d'aller chercher justement dans cette direction les gantelets d'argent, donnant une force surhumaine à leur possesseur. Et ce en échange d'un bisou. Un bisou. Deal accepté. Malheureusement, le temps de les récupérer, Nabooru se fait kidnapper par 2 sorcières, ce sont des choses qui arrivent, je compatis, et Link doit garder les gants, quel dommage, avec ça il va pouvoir ouvrir la partie adulte du temple. C'est triste, hein. C'est donc 7 ans plus tard que le héros traverse tout le temple pour finalement faire face à ces 2 mêmes sorcières, du nom de Kume et Kotake, qui lui opposent un H-Viande. Non, pas ce H-Viande, un H-Viande de Zelda. Non mais sérieusement ? En le vainquant, vous réalisez que c'était en fait Nabooru ayant subi un lavage de cerveau, ce sur quoi les sorcières la téléportent, et si on en suit la théorie, la tuent. Commence ensuite un combat contre les 2 sorcières, l'une maîtrisant le feu et l'autre la glace, qui finissent par fusionner pour former Kutake, qui maîtrise feu plus glace, la vapeur d'eau. Je fais remarquer au passage qu'il est possible que Kutake soit la déesse des sables, puisque Kume et Kutake désignent le temple comme leur temple, ce qui voudrait dire qu'il pourrait leur être dédié. Peut-être que leur fusion est ce que les Gerudo auraient interprété comme étant une déesse. Bref, avant de passer sur le temple de la lumière, je vais m'attarder plus sur les symbolismes de ce temple. Le thème général ici est la dualité, et c'est visible de partout. La quasi-symétrie du temple, la dualité du boss final avec une opposition feu-glace, le quasi-yin et yang sur le médaillon lié, ou encore l'utilisation de l'enfance et de l'âge adulte. Mais ce thème s'étend plus loin parce qu'il y a aussi une idée de fusion de ces 2 opposés. La partie droite et la partie gauche du temple qui fusionnent en le temple en lui-même, en entier, Kume et Kotake en Kutake, et surtout les 2 parties du médaillon en l'esprit et l'enfance et l'âge adulte en le héros du temps. Parce que c'est là la morale ici. C'est le temple de l'esprit parce que c'est le moment où l'esprit de Link, séparé à travers le temps entre 2 époques, réussit à ne plus faire qu'un. Link a accepté sa condition d'adulte, mais aussi la condition qu'il avait d'enfant. C'est ainsi que Nabooru est éveillé en tant que sage de l'esprit et dit la chose suivante, « Tu es devenu beau et fort ». Bon, celui-là, je vous avoue qu'on le garde surtout parce que j'aime qu'on me complimente. Hein. Raoru annonce alors que tous les sages du Temple de la Lumière ont été éveillés et que Link doit se rendre au Temple du Temps à présent. C'est justement là que Sheik révèle tout ce qu'on a dit en début de vidéo sur le partage de la Triforce et finit par révéler enfin qu'il n'est autre que Zelda, le 7ème sage, le sage du temps, non, de l'âge adulte, et donc de l'ombre, en miroir à Raoru. Non, c'est déjà pris par Impa, ça. De la Triforce et donc de la lumière. Non, ça c'est Raoru, justement. De la sagesse. Le sage de la sagesse. Elle donne alors les flèches de lumière à Link avant de se faire capturer, elle et la Triforce de la sagesse dans un cristal magique créé par Ganondorf. Et je comprends toujours pas pourquoi il récupère Zelda mais pas Link à ce moment-là. Surtout qu'il sait que c'est lui qui a la Triforce du couvrage, il le dit. Je sais pas ce qu'il fout. Je sais pas du tout. Bon, allez, il est temps d'en finir maintenant. Link part à l'assaut de la tour de Ganon, qui a remplacé le château d'Hyrule et qui consiste en une tour sombre volant au-dessus d'un lac de lave. Parce que c'est dark, putain. C'est le moment pour les 6 sages du Temple de la Lumière d'avoir une utilité. Construire un pont magique arc-en-ciel menant à la porte du château. Bon ok, on peut se moquer, mais c'est en vérité le point clé d'un des thèmes du jeu. On va revenir sur ceux que je vous ai fait noter depuis le début de la vidéo maintenant, en adéquation avec la destruction de la barrière bloquant le haut de la tour, nécessitant d'ouvrir la voie à chaque sage un par un à l'intérieur du donjon. Parce qu'il faut se pencher un peu sur ce qu'on fait là exactement, ce qui se passe dans le jeu, et qui atteint son paroxysme ici. C'est que l'on tente de contrer le mal, évidemment nous-mêmes, en héros, mais accompagné de 6 autres personnes. Le 7ème sage, Zelda, étant un peu à part et comptant presque comme un guide, ou même dans les buts à atteindre, soit à la protéger. Ces 6 sages qui ne sont pas n'importe qui du tout. On a 6 sages venant de 6 régions différentes et de 6 ethnies et ou races différentes, liés donc par un but commun porté par un héros qui le représente, et qui atteint tout ça avec comme atout principal ni plus ni moins que la musique.
Et même en oubliant cette dernière partie sur la musique, qui reste considérée comme un langage quasi universel par certaines personnes, même dans une musique de l'autre bout du monde, vous comprendrez la différence entre une musique triste et une musique joyeuse, c'est donc à l'unification de toutes les cultures du monde pour défaire le mal, et ce sans aucune réticence à aucun moment de personne, qu'on assiste, même entre les peuples qui se détestent normalement, comme les Iliens et les Gerudo. Le message est très fort là, et globalement qu'évidemment la culture ou les traits physiques sont des choses qui nous séparent entre nous, mais qu'il y a des choses plus fondamentales que ça, plus profondes dans l'humanité, et qui passent au-dessus de ça. Le jeu n'étant pas beaucoup cette morale, mais son message reste donc clair sur le fait qu'on puisse tous marcher ensemble, main dans la main, et que tous ces problèmes, entre guillemets, de différence sont mineurs et futiles au point qu'on ne parle jamais d'eux dans le jeu. L'autre truc que je voulais noter, et ça vaut pour les sages des 3 premiers temples surtout, ceux qu'on connaissait déjà durant l'enfance, et que je mets en relation avec la théorie comme quoi les sages, à part Zelda, toujours, sont morts, c'est l'évolution des relations en grandissant. Je vous fais noter également que cette remarque sera utile dans mon analyse de Majora's Mask, qui viendra juste après celle-ci encore une fois, donc retenez bien. Ce que traduisent les éveils des sages, c'est la perte de proches en fait, et perte dans le sens large, la séparation, l'éloignement. Bref, quand on est plus du tout, proche d'eux, quoi. Ça se ressent le plus avec Saria, parce que dans les faits, c'était la personne la plus proche de Link, et on ressent dans ses paroles qu'elle regrette vraiment d'avoir perdu comme ça son ami d'enfance, et donc on imagine que c'est pareil avec Link. Mais c'est identique avec Darunia, qui est la perte d'un frère, même de cœur, et Ruto, la perte d'un premier amour, même s'il est assez mal exécuté à mon avis. Ainsi, en grandissant, Link perd ces personnes, et pourquoi ? Parce que leurs projets sont différents. Eux doivent devenir des sages et lui être le héros, une destinée qui les sépare. Mais si on devait appliquer ça à la vraie vie, ce serait simplement le fait qu'en grandissant, les horizons des personnes sont différents. Les gens suivent des études différentes, fréquentent des gens différents, etc. Et ainsi, même les plus fortes des amitiés se perdent. Comme dirait Chic, le temps file et emporte les hommes, ainsi coule le fleuve, qui représente la vie donc, et jamais ne s'arrête. Vous voyez, moi aussi j'arrive à faire des jolies métaphores avec la flotte. La morale, bien que simple, est très belle et très difficile à placer dans un jeu, mais semble indispensable dans un jeu sur le fait de grandir, et franchement je tire mon chapeau à Ocarina of Time pour ça. Bien, finissons donc. Link monte la tour jusqu'à arriver dans une salle où Ganondorf joue de l'orgue, parce que c'est dark putain. Puis il s'énerve et joue au tennis magique avec Link à la place. S'ensuit un passage en Super Saiyan foiré, suivi d'une mort et de l'effondrement de la tour, ce qui provoque une fuite et un passage à la Metroid, mais en vérité Ganondorf n'était pas mort, c'était un piège, il ressort des décombres transformés en sanglier géant, se servant de la Triforce de la Force pour atteindre cette transformation en Ozaru des plus étranges, mais David finit par tuer Goliath et Israël est saine et sauve, Force rouge, Force bleue, Force verte, Force jaune, Force rose et Force orange s'unissent, le mal est scellé et la planète est sauvée. Bon voilà, désolé si je me moque un peu, j'ai rien à dire là, malgré le fait que je dois vous raconter ça, donc je m'amuse d'écouter. C'est donc la fin du jeu. Zelda, se sentant coupable de tout ce qui s'est passé, décide de renvoyer Link dans le temps, lui rendant les 7 ans qui lui furent volés par le destin, et foutant la merde au passage. On joue pas avec le destin. Suite à ça, tout le monde est heureux, dans le futur car Ganondorf a été vaincu, comme dans le passé car Link prévient des méfaits du roi Gerudo avant qu'ils ne se produisent, ainsi, le héros accomplit sa mission et son guide depuis le début, la fée Navi, s'en va, puisque comme le disait la morale, leurs destins sont à présent séparés. Pour moi c'est aussi simple que ça. Et c'est ainsi que se termine Ocarina of Time. Il est donc temps pour moi de conclure. Comme nous l'avons vu durant ces 2 vidéos, The Legend of Zelda Ocarina of Time est un jeu qui, si son gameplay et certains de ses aspects comme la musique ont pu sembler dantesques à l'époque de sa sortie, trouve tout son sens dans le sous-texte d'après moi, qui, lui, est intemporel. C'est une gigantesque aventure qui fera grandir un simple enfant en un adulte totalement accompli et capable d'épouser tant son passé que sa position actuelle et étant parfaitement prêt à construire son futur. Quoi qu'on pense du jeu de façon générale, il y a une chose qui est sûre, sa morale et la façon dont elle est exécutée sont d'une qualité indéniable, et c'est ainsi que Zelda restera toujours dans la légende.
Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette seconde partie de l'analyse de Ocarina of Time, et toute cette analyse de façon générale d'ailleurs. On se retrouve très vite pour voir quel est ce futur que Link a construit dans Majora's Mask pour une nouvelle analyse, et sinon dans des tas d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Le travail que j'ai fait pour cette série est assez monstrueux, donc ce serait vraiment apprécié. Je vous rappelle également, si vous le souhaitez, d'aller jeter un œil à la chaîne d'MC Profit dont je parlais au début de la vidéo. Ça me rendrait très heureux personnellement, et je suis sûr que lui aussi. Et en soi à toutes les chaînes de toutes les gentilles personnes que j'ai citées. Et sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. Captain Hype, out.